bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. On va parler aujourd'hui de gestion de budget et d'applications qu'on peut utiliser dans la gestion de son budget. L'objectif est de mettre les choses à plat pour tout le monde, pour qu'on puisse bien comprendre les tenants et aboutissants dans un contexte d'accompagnement numérique. Attention, je ne suis moi-même pas expert en gestion de budget, ni expert informaticien. Je vais vous présenter quelques applications, quelques bonnes pratiques. Je, je vois que quelqu'un dans le chat dit qu'il n'entend rien. Est-ce que c'est bon pour les autres? Oui, parfait. Merci d'avoir confirmé. Euh, Donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques que vous pouvez utiliser, évidemment, vous d'abord dans votre vie personnelle, et bonnes pratiques que vous pouvez transmettre à vos bénéficiaires. Euh, voilà. Je précise aussi d'emblée que si vous avez des questions euh, pointues, des expériences, des conseils à donner, je vous invite à les partager dans le chat. On est là aussi ensemble pour discuter de ces questions et je pense toujours très intéressant que c'est toujours très intéressant que chacun puisse justement apporter aussi tout son savoir pour que tout le monde puisse en profiter. Au menu d'aujourd'hui, comme d'habitude, dans la plupart de nos webinaires, d'abord un gros volet sur justement la question comment gérer son budget grâce à des applications. On va évoquer quelques outils pédagogiques, sans grande surprise, sur un 2 3 digits, euh, qui permettent justement de poser les bases petit à petit pour amener vers une autonomie numérique et une autonomie dans la gestion financière. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à réagir, partager des idées, des ressources que vous utilisez. Ça m'intéresse personnellement. Je pense que ça intéresse aussi le reste des participants et participantes. Alors, euh, est-ce que je vais vous poser une première question et pour justement voir si vous savez utiliser le chat, 1, 2 ou 0, est-ce que vous vous assurez un accompagnement numérique, 2, accompagnement financier ou budgétaire, ou 0, aucun des deux, et donc c'est 1 et ou 2 ou 0, et ça me permet aussi de savoir un petit peu euh, à qui je m'adresse aujourd'hui. Euh, Je profite entre-temps de répondre à une question. Oui, les slides seront envoyés en même temps que le replay. Donc, tout ça vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire, ainsi que des webinaires précédents. Je vois beaucoup de un, 2, parfois un et 2. Ok, c'est assez partagé. J'ai l'impression que c'est 50-50. Tout, il y a pas, j'arrive pas à distinguer une majorité plutôt sur numérique ou budgétaire. Cette richesse, elle est très intéressante parce qu'on sera vraiment amené aujourd'hui à discuter de ces deux points. Donc, donc j'espère trouver des réponses pour les personnes qui assurent un accompagnement numérique, de montrer, juste d'expliquer ce qu'est la gestion budgétaire, comment accompagner là-dessus, et pour ceux qui assurent un accompagnement budgétaire, comment intégrer le volet euh, numérique là, voilà, dans l'accompagnement. Deuxième question, et là je vous rassure, ça reste entre nous. Je suis quand même curieux de savoir, et il y en a quelques-uns et quelques-unes qui ont répondu deux, mais on fait abstraction de ça. À quel niveau est-ce que vous estimez votre propre niveau de gestion de budget sur une échelle de 0 à 10? 0, vous êtes vraiment tout à fait perdu, et 10, vous maîtrisez vraiment à la perfection tout, et 5, voilà, vous êtes un peu perdu, vous savez pas très bien où vous placer.
Euh, il y a, euh, voilà, je suis curieux de savoir, il y a quand même beaucoup de 8, de 9, je vois quelques 5, 6, 7. Ok, on est quand même sur la moitié droite du tableau, avec des personnes qui déclarent 9 même. Donc, je compte aussi sur vous pour enrichir cette conversation. Euh, ok, très bien. Donc, il y a personne qui est vraiment totalement à la ramasse. C'est rassurant. C'est rassurant. De toute façon, dans, peu importe le cas, on est là pour discuter de tout ça. Euh, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Gérer son budget. Comment gérer un budget? Ici, je vais vous présenter les bases du budget, de la gestion du budget et la première chose à savoir, à comprendre, et ça peut paraître une évidence, mais je vais mettre beaucoup de petites évidences l'une derrière l'autre pour que ça ait du sens, c'est de comprendre le rythme de ses revenus. Quels sont les revenus auxquels je peux faire appel et quel est le rythme de ces revenus? Alors, quand on parle de rythme de revenus et qu'on parle de revenus tout court, la première chose à laquelle on pense sont les revenus réguliers. On pense au salaire. La plupart d'entre nous sont vraisemblablement salariés. Il y a peut-être quelques bénévoles qui sont salariés ou l'ont été par ailleurs. Et donc, c'est une question de savoir quand est-ce que je reçois mon salaire, éventuellement ma pension, mon chômage ou mon revenu d'intégration sociale et quel est le montant. Ça, c'est la base de la base, de savoir la, la, le- les- de connaître les revenus réguliers. De la même manière qu'un enfant reçoit de l'argent de poche tous les mois ou toutes les semaines d'un certain montant, euh, ça c'est la première chose à connaître. Deuxième type de revenus, ce sont les revenus irréguliers qui arrivent peut-être de manière régulière, on va dire cyclique d'année en année, mais sur lesquels on ne peut pas compter comme ça de mois en mois. Surtout quand on parle de gestion budgétaire, quand on parle de pécule de vacances, prime trimestrielle ou prime sectorielle, prime semestrielle, un 13e mois, un bonus, c'est comme un cadeau d'anniversaire, puis une petite enveloppe qu'on reçoit pour son anniversaire ou éventuellement un Noël. On ne sait pas on ne sait pas combien ça sera et partons du principe qu'on ne compte pas nécessairement dessus. Contrairement au salaire ou équivalent sur lequel on compte vraiment. Et donc, revenus réguliers et irréguliers, pour moi déjà, dans la gestion budgétaire, c'est important à distinguer et aussi d'expliquer à nos bénéficiaires, quand on fait cet exercice, de distinguer ces différents types de revenus. La deuxième dimension à- à maîtriser, à connaître, c'est aussi évidemment la question des dépenses. Quels sont les types de dépenses qu'on fait? Et, euh, et alors, chacun a évidemment besoin d'être logé et nourri, logé, nourri, blanchi, comme on dit parfois aussi. Et pour ça, je vais vous proposer le schéma 50-30-20. 50% devrait idéalement aller dans tout ce qui est dépenses liées à ses besoins. Et ce sont toutes des dépenses essentielles pour justement avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir payer des courses alimentaires, payer des soins de santé, etc. Et donc, il faudrait idéalement allouer 50% d'office de son salaire à ses besoins essentiels. 30%, et là, on rentre dans la partie déjà un peu plus flexible. 30% pour les loisirs, tout ce qui est récréation. C'est important aussi pour chacune et chacun de pouvoir participer à des activités de loisirs, de pouvoir se permettre une petite gâterie, d'aller au restaurant, se faire un petit plaisir. Et, euh,
Et alors, dernièrement, il y a 20% qui devrait idéalement aller dans l'épargne. L'épargne qui peut soit te servir pour un gros projet plus tard, qui peut servir pour la pension, qui peut aussi servir pour justement amortir certains frais imprévus, plus importants qu'on ne le pensait, et justement pour ne pas devoir euh, euh, grignoter sur les 50% de besoins. 50, 30, 20. Je précise aussi ici que ce sont des ordres de grandeur, ça reste évidemment flexible, et je me permets aussi d'insister sur le fait que quand on parle dans un contexte de gestion budgétaire, on sera vraisemblablement confronté à des personnes qui sont en difficulté financière, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et est-ce que les personnes qui ont moins d'argent, pour qui les fins de mois sont plus difficiles, est-ce que du coup, euh, les 30% de loisirs, on ne devrait pas d'office les pomper ailleurs dans l'épargne ou dans les besoins? Dans une certaine mesure, je comprends ce raisonnement. Je ne le partage pas tout à fait. Tout le monde, et j'insiste là-dessus, a droit à se faire un petit plaisir. Tout le monde a droit à des vacances et pouvoir euh, aller au restaurant. Et à ce moment-là, on ne choisira pas un restaurant étoilé qui coûte beaucoup plus cher. Par contre, on ne peut pas se priver de toutes ces petites choses-là non plus. Et donc, je trouve important de garder ça en tête. Et donc, il y aura des choix à faire, hein. Il faut arbitrer certainement. Mais donc, ces trois gros volets sont importants à retenir. Vous voyez aussi déjà que dans le schéma, dans le graphique, vous voyez les 50% sont en bleu pour les besoins, les 30% sont en rose foncé, ça se rapproche du rouge, et l'épargne est en jaune. Maintenant, vous voyez aussi que le donut autour de ce graphique commence déjà à détailler un petit peu plus la nature des dépenses, et c'est pourquoi on peut rentrer dans le détail des dépenses et de comprendre quel argent et quel montant ou quelle proportion de mes revenus part dans quelle catégorie. Ici, vous voyez des ordres de grandeur qui sont approximatifs. Je vous propose des tranches qui permettent de suivre son budget, de savoir si on n'est pas en train de dépenser. Est-ce qu'on ne dépense pas trop dans une certaine catégorie au détriment d'une autre? Forcément, nos revenus sont limités dans les montants et dans le temps. On ne peut pas demander 2 salaires par mois si on n'a qu'un seul emploi. Et donc, on ne peut pas dépenser plus qu'on a, épargne et revenus confondus. Donc, c'est important de trouver là justement le juste milieu et de savoir ce que, ce qui est alloué à quoi. Une, euh, un conseil, et ça semble de nouveau être une évidence, mais ne pas dépenser plus qu'on a. Et l'idée n'est pas, à l'inverse non plus, d'épargner euh, à, à outrance non plus sur chacune de ces dépenses. Il faut trouver un juste équilibre. Et donc, on voit ici que le loyer, alors loyer au crédit habitation, hein, se situe entre 25 et 30% du revenu. Les assurances, tout ce qui est voiture, assurance incendie, vol, etc., entre 10 et 15. Alimentation, 10 et 15% aussi. Épargne, là, vous voyez, c'est une autre approche. On est plutôt entre 10 et 15, là où dans le schéma 50, 30, 20, je suggérais que ce soit 20. Euh, les transports, une voiture coûte cher, déjà à l'achat, amortir ce genre d'achat, mais ensuite pour l'entretien, les frais de carburant euh, ou d'électricité pour les véhicules électriques, etc. Soins de santé, 5 et 10%, loisirs, charges, et puis des petites dépenses diverses.
Je précise aussi ici que toutes ces dépenses peuvent parfois être amorties quand quand on est à plusieurs dans un même foyer. Et donc, on peut mutualiser certaines dépenses. Et l'idée est de savoir, tiens, sur l'ensemble de nos revenus, quand on est en couple, quand on est en famille, avec les pensions alimentaires, les différentes sources de revenus, si on fait la somme de tout ça, combien est-ce qu'on a et combien est-ce qu'on alloue à quoi. Et on voit aussi que les personnes ou oui, les personnes qui vivent en couple ou qui vivent en famille, dans des situations où il y a plusieurs sources de revenus, euh, ces, euh, ces personnes profitent beaucoup plus de la mutualisation que les personnes qui sont seules ou isolées. Des situations de famille monoparentale ont beaucoup plus difficile à justement répartir leurs revenus et vont devoir grignoter sur tout ce qui est loisirs et épargne pour justement subvenir à leurs besoins. C'est une forme d'inégalité, tout simplement parce qu'on ne peut pas mutualiser autant les revenus. Je vois entre-temps dans le chat qu'il y a pas mal de discussions sur les pourcentages, savoir si on n'aurait pas inversé les montants, ce qui rentre dans quoi. Ici, et sans prendre trop de temps sur à lire le chat, même si je vois les messages passer, l'objectif est de vous montrer, d'amorcer la discussion des ordres de grandeur déjà, et de reconnaître qu'on a différents types de revenus à pas type de revenus, type de dépenses, et que c'est important de, de, de distinguer justement les différents ordres de grandeur, oui, entre toutes ces dépenses. À savoir si certaines charges, est-ce que l'abonnement téléphonique et l'abonnement Netflix, est-ce que ça rentre dans les charges? Est-ce que Netflix, ça rentre pas dans les loisirs? Ça, c'est un petit peu à chacun de le décider. Si vous voyez ça sur votre facture Proximus, ça sera peut-être combiné. En tout cas, l'important est d'être conscient de toutes ces dépenses et peut-être aussi d'aller chercher, tiens, si j'ai une facture Proximus, pourquoi est-ce que je paye et combien est-ce que je paye pour chacune de ces choses? Mon abonnement téléphonique, la télévision, Netflix, il y a peut-être un Disney+, qu'est-ce qui existe d'autre? Amazon Prime, Apple TV, je ne sais quoi. Et donc, c'est de comprendre, tiens, dans cette enveloppe-là, combien est-ce que je dépense, pourquoi? Et ça va être intéressant de regarder toutes ces dépenses pour éventuellement trouver des solutions qui sont moins chères ou faire des arbitrages. Si on se dit, tiens, j'ai 5 abonnements de services de streaming, peut-être que je peux m'en passer de quelques-uns, ou si j'ai et la télévision plus 5 trucs de streaming, si je regarde vraiment autant de streaming, est-ce que la télévision me sert encore à quelque chose? Voilà, donc ça va permettre de rendre visible toutes ces dépenses et c'est important de tout catégoriser. Il faut pas catégoriser à outrance, d'où l'idée d'avoir des grandes catégories. Assurance, c'est assurance habitation, vol, incendie, assurance voyage, responsabilité civile, etc. Et donc on met ça sous le couvert des différentes assurances, alimentation. On va pas faire le détail de savoir si ce sont des produits laitiers, est-ce que c'est pour des boissons, etc., des sucreries, des légumes, de la viande ou du poisson. Donc, l'idée est de bien comprendre quels sont les rapports de pouvoir et les proportions entre les différentes sources de revenus et aussi de dépenses. Voilà, j'espère avoir répondu ou en tout cas apporté un petit élément de précision de plus et libre évidemment aussi à chacun de, de, de jouer avec, avec ces pourcentages. Et si tout se passe bien et que les pourcentages sont un petit peu différents, évidemment, tant mieux. Euh, L'important, c'est de trouver l'équilibre.
Dans ce schéma-ci, je vous présente du coup, comme vous l'avez vu au début, les revenus réguliers et irréguliers, mais aussi toutes les dépenses régulières et dépenses irrégulières. C'est important de bien distinguer ces, ces différents principes parce que les dépenses régulières, voilà, on a l'habitude d'en faire. Si tous les matins on se paye un petit café, on a l'habitude de cette dépense. Par contre, si tout d'un coup on a un pneu qui crève et on doit remplacer un pneu, ben ça c'est une dépense irrégulière. Je souhaite évidemment à personne de crever régulièrement un pneu. Pourtant, on sait qu'un pneu coûte cher et que si on a déjà des fins de mois difficiles, il peut être important d'avoir soit un bas de laine de côté pour amortir ce genre de choses, ou de se dire, tiens, dans ma gestion de finances, je dois pouvoir anticiper ça au cas où. Donc, revenus réguliers, irréguliers, euh, je l'ai déjà expliqué, dépenses régulières. Vous voyez, il y a donc tout ce qui est lié à l'habitation, l'alimentation aussi, les charges locatives, gaz, électricité, eau, abonnement multimédia. Et là, ça répond à ce que j'ai dit sur le slide précédent. Est-ce que c'est télévision, Netflix, Amazon, Apple, je ne sais tout quoi, Disney+. Tout ça pris ensemble avec abonnement téléphonique, etc. À vous à ce moment-là de savoir quels sont vos abonnements, les assurances, les transports. Il y a peut-être d'autres catégories encore, en tout cas dans les dépenses régulières. Dans les dépenses irrégulières, celles qui sont moins facilement prévisibles, des frais de santé, et là, évidemment, on peut discuter du fait qu'une visite annuelle ou régulière chez un dentiste, voilà, est-ce que c'est pas une dépense régulière? Peut-être, mais disons plus pour les petits accidents, les bobos qu'il faut soigner. Les sorties loisirs, dans la mesure où ce n'est pas le même montant, où ce n'est pas la même enveloppe à chaque fois, les entretiens techniques pour une voiture, une chaudière, des remplacements qu'il faut faire, des voyages. On voyage régulièrement. euh, et je le souhaite de nouveau à tout le monde. On est là au début de l'été de pouvoir voyager, pas nécessairement loin. Euh, mais donc, ça, ce sont des dépenses qu'il faut anticiper aussi et on n'a pas nécessairement les revenus qui vont avec et les impôts, parce que ça j'ai vu la question dans le chat aussi. Attention, les impôts, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un revenu? En Belgique, on est taxé, on est prélevé ce qu'on appelle à la source. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de taxes qui sont retirées de nos salaires ou de nos revenus. Ce qui veut dire que, en principe, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, on, on devrait avoir une feuille d'impôt qui est à zéro. Parfois, pour certains ajustements, on doit payer un peu plus ou on se voit justement remboursé d'un petit montant, d'où l'astérisque. Mais disons, par prudence, je l'ai mis dans une dépense et ça peut monter à quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers d'euros, en fonction justement des changements de situation dans la vie privée, si un changement d'emploi, un changement de statut, euh, de statut privé, si on passe de célibataire à cohabitant légal, marié ou divorcé, justement, si un enfant à charge en cours d'année, ces choses peuvent changer et faire que soit on a un petit revenu, un petit bonus des impôts qui nous revient ou qu'on doive le, euh, le payer. Quelques bonnes pratiques. Oui, je m'assurais que j'étais sur le bon slide. Euh, la, la première chose, c'est de se fixer un budget, c'est de comprendre combien on dépense, pourquoi par mois. Et certaines personnes qui ont justement des tendances à,
à payer sans compter, sans surveiller leur compte, c'est d'utiliser vraiment physiquement un système d'enveloppe et d'aller faire leurs courses ou d'avoir certaines natures de dépenses, on va dire les sorties, limitées à cette enveloppe. Je laisse ma carte bancaire à la maison, je fais une sortie avec les copains, les copines, et je pars avec seulement 100 euros en poche, et je suis sûr de ne pas dépasser les 100 euros. Avec la carte bancaire, ben, je vais peut-être payer un verre à la bande, je vais peut-être voilà, choisir des plats plus importants, tandis que si je n'ai que 100 euros, ben, je serai limité au bout des 100 euros, je pourrais pas payer plus. Ça peut être une astuce. Et autre point, c'est limiter l'argent sur son compte courant. Il y a différents mécanismes. Certaines personnes se disent, je commence tous les mois avec chiffre fictif, chiffre rond, avec 1000 euros. Avec ça, je dois payer mon loyer, mes courses, et puis tout ce que j'avais reçu comme revenu au-delà des 1000 euros, je le mets sur mon épargne, et tout ce qui reste, euh, tout ce qui reste après loyer, courses, eh ben, je m'en sers pour me faire un petit plaisir. Je vois qu'il y a dans le chat aussi un commentaire par rapport aux cartes prépayées, le système Proton. Hein, qui n'existe plus, mais est assez pratique aussi. Comme ça, une fois qu'on arrive à zéro, c'est le même principe qu'une enveloppe, mais à ce moment-là, on a une carte. Euh, ça, ça, ça fonctionne de la même manière, c'est le même principe. Euh, voilà. Donc, en tout cas, important de d'abord se fixer un budget mensuel, d'où l'intérêt de comprendre ses revenus et ses dépenses. Vérifier régulièrement son solde. Le solde sur son compte, on le fait trop peu. Et c'est vraiment un conseil important pour savoir combien il reste sur le compte et est-ce que je vois bien passer toutes les factures, toutes mes dépenses? Est-ce que je vois bien que quand je suis allé faire mes courses et que ça m'a coûté 50 euros au supermarché, est-ce que j'ai bien payé 50 euros? Est-ce qu'il y a bien 50 euros qui est débité de mon compte? Si je vois qu'il y a des domiciliations, si je vois que il y a des ordres permanents, des revenus ou non, plutôt des dépenses qui sont prévues, si j'ai payé avec ma carte Visa ou une autre carte de crédit, ça devrait être affiché et donc ça permet aussi d'anticiper et on va aussi pouvoir repérer plus facilement s'il y a des dépenses qui sont inhabituelles ou dont on se dit, tiens, j'ai pas le souvenir d'avoir payé ça, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ah oui, peut-être que c'était, euh, parce que ça arrive, un magasin euh, euh, de l'aise, par exemple, quand vous voyez le décompte sur votre compte, il n'est pas marqué course de l'aise. Ça a peut-être un autre nom parce que maintenant c'est franchisé, etc. Et donc ça aura peut-être un autre nom. Et donc peut-être que vous devrez chercher un peu plus. En tout cas, c'est un bon exercice de se demander, tiens, qu'est-ce qui part de mon compte? Est-ce que je me souviens de toutes ces dépenses? Et surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'arnaques en ligne, de savoir s'il n'y a pas justement des petits montants qui nous sont retirés à notre insu. Troisième suggestion et bonne pratique, c'est d'utiliser les notifications, surtout les notifications dans notre application bancaire, de savoir, et la notification qui nous dit, attention, maintenant vous êtes en dessous de nouveaux chiffres fictifs, à chacun de décider, 500 euros. Donc, pour vos prochaines dépenses, faites attention parce que vous approchez du rouge. Si vous mettez la limite à 100 euros, très bien. Ne la mettez pas trop basse. Cette limite, si vous la mettez à 25 euros, bah, on sait bien que quand on va faire des courses, bah, on sera vite dans le rouge parce que 25 euros, on les dépense rapidement. Ne la mettez pas trop haute non plus. La mettez pas à 1000 euros euh, parce que euh, parce que de la même manière, sinon vous n'allez pas avoir cette inquiétude de dire, mince, il me reste entre guillemets plus que 1000 euros pour, euh,
pour toutes mes dépenses et donc trouver là un bon équilibre aussi. On peut mettre des alertes pour des limites de, d'argent qu'il y a sur le compte, mais aussi des alertes pour l'argent qui rentre si tout d'un coup il y a un montant de plus de X euros qui arrive, et ça peut être intéressant pour un salaire par exemple, on peut être notifié et du coup de là déclencher d'autres paiements. Anticiper les grosses dépenses, et là ça revient, ça fait écho à ce que je disais par rapport aux dépenses régulières et irrégulières, c'est de mettre toujours un petit peu de côté pour prévoir ses dépenses. Au mieux, c'est de l'épargne et ça permet euh, ça permet justement d'économiser un peu plus. Au pire, on l'a prévu et c'est tant mieux pour nous. Activer des domiciliations, surtout pour des dépenses régulières qui rentrent dans la catégorie des besoins. Donc ça, c'est assez intéressant comme concept. Et comme ça, on ne doit pas se préoccuper non plus des factures qui sont payées avec un certain retard, toujours dans l'optique où la personne a des revenus réguliers et où on peut caler et la domiciliation euh, et la date de domiciliation par rapport aux revenus. Assurez-vous aussi que vous n'êtes pas à découvert et que justement euh, la domiciliation se fait en fin de mois et votre salaire arrive qu'en début du mois prochain et que du coup, si tout d'un coup il y a une facture de gaz ou d'électricité qui arrive pour le trimestre et que c'est un montant plus important, voilà, donc faites attention à ça ou d'anticiper de nouveau, comme le point précédent, d'avoir suffisamment d'argent pour ces petites domiciliations. Comparer, revoir ses contrats, je dirais une fois par an, se dire, tiens, est-ce que mon contrat d'énergie est encore suffisamment intéressant? Est-ce que mon contrat télécom est intéressant? Est-ce que je ne paye pas trop pour mon abonnement Internet? Est-ce que je ne paye pas trop pour ceci ou cela? Est-ce que mon assurance voiture est toujours aussi intéressante et donc là voir un petit peu ce qu'on dépense et si on peut pas faire euh, des petits gains grâce à la comparaison des différents tarifs. Je ne le ferai pas trop souvent parce que c'est fastidieux comme démarche que de revoir des contrats. Pourtant, c'est un bon réflexe de le faire, disons, une fois par an, tous les 2 ans. Voilà, en tout cas, de se dire qu'il est possible de changer de contrat. Comprendre ses habitudes d'achat, surtout dans un contexte où on paye maintenant par carte et qu'on ne voit pas combien on dépense et de savoir, tiens, est-ce que je dépense en fait plus en sortie avec les amis que je ne paye en alimentation? Si vous savez que vous faites un resto par semaine avec les amis, bah, ça, c'est une chose, mais quel est le montant de tous ces restos, de toutes ces petites sorties, comparé à l'alimentation? Et donc ça, c'est important. Chacun a ses propres habitudes, parce que c'est propre au loisir, c'est propre à certaines préférences. euh, mais en tout cas, que chacun comprenne ses propres habitude, et alors distinguer besoin et envie. Quand je fais des courses, est-ce que j'ai besoin vraiment de ce paquet de chips? Si j'ai des invités, oui, c'est chouette à avoir à l'apéro. Par contre, est-ce que s'il n'y a pas d'invités, est-ce que c'est pas une envie voilà, juste parce que j'ai envie d'avoir un paquet de chips, euh, voilà, peut-être que je peux m'en passer aujourd'hui et de là comprendre, tiens, si c'est une envie et que je dois faire attention à mon budget, je vais plutôt limiter les moments en vie à certains moments ou pour certains types de dépenses plutôt que toujours se faire plaisir. Donc, bien distinguer besoin des envies. Quelques applications pour suivre son budget. Ça, c'est la partie qui nous intéresse aussi. Et là, il y a un message clé vraiment que j'aimerais faire passer, c'est que la meilleure application
smartphone pour suivre son budget, c'est son application bancaire. Pour la simple raison que vous voyez, le solde qu'il y a sur votre compte, vous voyez vos dépenses et tout est mis à jour automatiquement. C'est pour ces raisons-là, je pense, la première application à maîtriser dans une question de gestion budgétaire. Il y a la possibilité d'activer des notifications pour justement le niveau d'argent qu'il y a dans les comptes sortant ou entrant. Il est possible chez certaines banques, malheureusement pas partout, je le regrette personnellement, mais d'avoir un suivi de budget justement, de savoir, tiens, quelles sont les dépenses mensuelles ou même les rentrées mensuelles. Et donc, certaines banques, je sais que chez Fortis et Hello Bank, ils le font, de dire, ben voilà, vous avez des dépenses mensuelles qui sont d'autant, avec une moyenne sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois de autant, mais qui vont aussi parfois découper toutes ces dépenses en différentes catégories. Et donc, s'il y a des domiciliations, s'il y a des petits paiements, si vous allez au bricot, eh ben, la banque va automatiquement reconnaître que c'est une dépense liée à l'habitation ou du bricolage, tandis que si vous allez dans une pharmacie, ça sera pour des questions de soins. Ça, c'est intéressant. Attention, ce n'est pas le cas partout. Il y a des possibilités de d'épargner par petits centimes à la fois, d'arrondir les, chaque paiement qu'on fait avec sa carte, disons tous les paiements qui se terminent tout le temps par au septième centime, 8 centimes, hein, on paye quelque chose, 2,49, ben, on arrondit vers le haut, soit au virgule 5, 1,50, soit à l'euro de dessus, et les 51 centimes de différence vont d'office aller sur le compte d'épargne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une manière d'économiser un petit peu. Et il y a aussi des applications qui permettent d'avoir plusieurs comptes au même endroit. Euh, Par exemple, Payconic qui permet de synchroniser différents, différentes, différentes banques à un endroit. C'est intéressant justement pour avoir cet aperçu centralisé des comptes. À côté de ça, il y a des applications de gestion de budget, comme assez attendu dans le cadre de ce webinaire, où les entrées sont manuelles. Il faut rentrer pour chacun des tickets les montants, éventuellement la catégorie, la date. Il y a une possibilité, attention, pas systématiquement, de synchroniser avec son compte en banque. On a, de la même manière que pour les banques, un aperçu des entrées et des sorties. Euh, du fait qu'on rentre les données manuellement, pour la plupart, en tout cas manuellement, et qu'on peut y ajouter plus d'informations, on a la possibilité d'avoir un suivi du budget par catégorie, d'avoir des notifications. On a aussi des analyses budgétaires qui sont plus poussées. Comment choisir la bonne application? Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Attention qu'une gratuite, une application gratuite n'est pas nécessairement la meilleure. Parfois, il est intéressant justement d'avoir une version payante si elle permet de synchroniser avec son compte bancaire. Donc là, ça, c'est un arbitrage à faire. Payer plus pour justement dépenser moins, est-ce que les personnes en ont les moyens? Et attention que certaines fonctionnalités ne sont pas toujours disponibles dans la version gratuite. Donc juste comme petit point d'attention. Une application qui permet de mettre des catégories de dépenses, c'est toujours intéressant, comme ça on comprend nos habitudes d'achat. Avoir une qualité d'analyse qui est intelligible, qui est suffisamment simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre, OK, 50, 30, 20. Qu'est-ce que je dépense pour les catégories essentielles? Qu'est-ce que je dépense pour mes loisirs? Combien est-ce que j'épargne? De là, les besoins, les catégories essentielles, loyer, assurance, santé, transport, soins, alimentation, etc. À ce moment-là, avoir des analyses plus poussées
détaillé et toujours compréhensible, qui fait des recommandations, qui dit sur base de vos dépenses déclarées toujours, euh, voilà, on vous recommande d'ajuster de telle ou telle manière pour trouver un meilleur équilibre. Ça, c'est toujours intéressant à prendre. Regardez s'il existe une version web, donc sur navigateur Internet ou sur ordinateur. Ça permet d'avoir les informations, peut-être d'avoir un dashboard plus complet sur ordinateur. L'engagement, je l'ai déjà dit par rapport aux applications bancaires versus applications de gestion de budget. Est-ce que je dois rentrer manuellement chacune de mes dépenses? Est-ce que chaque fois que je vais à la boulangerie, je dois prendre mon téléphone, dire j'ai été à la boulangerie, j'ai payé autant. Euh, est-ce que je dois le faire? À quelle fréquence? Attention, ça peut être chronophage. Par contre, l'intérêt est d'avoir un bon aperçu de de ces dépenses. Et ça peut aussi être intéressant de se dire, OK, je fais ça pendant un mois, et ça, c'est l'échantillon pour, à ce moment-là, investir tout ce temps et de là, après, prendre certaines décisions. Est-ce qu'on se fixe des objectifs financiers? C'est en lien avec les recommandations aussi. Est-ce que l'application va m'aider à suivre un certain budget en disant attention, vous avez dépensé plus à ça, donc on va peut-être ajuster, ou votre objectif financier cette semaine est de autant, et est-ce que c'est progressif, par exemple? Donc, si on a envie de commencer, euh, euh, si on a envie de faire un essai sur un mois, la première semaine, peut-être que l'application va dire, ben voilà, on est on est un peu laxiste. Deuxième semaine, on l'est un peu moins. Troisième semaine, on devient sévère. Quatrième semaine, ça devrait être bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce que il y a la possibilité de synchroniser avec son application bancaire? Et est-ce que l'application n'est pas bourrée de publicité? Est-ce que c'est pas une application qui est développée en dehors de l'Europe et qui va peut-être pomper énormément de données confidentielles qu'on n'a peut-être pas envie de partager avec une entreprise commerciale? Et donc, est-ce que je dois synchroniser mon compte à mon compte bancaire, mon compte Facebook ou Google? Est-ce que je dois rentrer systématiquement des informations dont je pense que ça va trop loin? Rentrer un ticket de caisse, très bien, il y a le ticket de caisse, mais est-ce que ça doit être lié à d'autres informations personnelles? Donc là, à bien surveiller aussi. Les applications bancaires, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais en tout cas, vraiment retenez que c'est la première bonne solution comme pour la bonne gestion de ces comptes, et, euh, et que ça se fait de manière automatique. Attention, automatique, pour tout ce qui est lié au compte. Si vous payez cash, au bricot de nouveau, bah, l'application ne va pas savoir que vous avez payé au bricot, autant pour tout ce qui est réparation, bricolage. Il y aura juste une dépense, sortie d'argent, retrait d'argent en liquide. Voilà, donc ça, ça, il ne le verra pas. Mais en tout cas, je pense que c'est l'endroit où il y a vraiment le plus à gagner de bien maîtriser les fonctionnalités de sa banque. D'autres applications budget, je vous mets ici une petite liste. Vous en utilisez peut-être d'autres. Je serais curieux d'ailleurs de savoir lesquelles vous utilisez. Banking, Pilote Défense, dépenses, pardon, ou Pilote Budget. Les deux là sont fortement utilisées ensemble. Elles sont jumelées. Donc c'est l'un pour savoir, tiens, qu'est-ce que je dépense, l'autre pour suivre ses rentrées. Spendy, Fudget, Linkso, Google Wallet, euh, YNAB, Moneydance, Finery, Money Manager. Il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger dans les différentes applications. Je vous mets ici quelques critères euh, pour, pour bien choisir. Et j'ai trouvé le site de Finery, et je vous mets le lien ici en dessous, très intéressant, parce qu'il va dire, cette application, elle est dans la version gratuite, elle est intéressante pour telle et telle raison. Par contre,
il manque telle et telle fonctionnalité ou qui n'est disponible que dans la version payante. Et je trouvais l'analyse finalement, le comparateur de Finery encore qui me semblait le plus objectif et le plus complet, plutôt que de juste faire une liste à la Prévert de toutes les applications et de chacune des fonctionnalités. Ici, il y a une dimension critique de se dire quelle est la plus-value de chacune de ces applications, quel est le bémol de chacune des applications. Euh, voilà. Une application qui est belge et qui coche la plupart de toutes les cases que je recommande vivement, c'est Wacosta. C'est une application développée au départ côté flamand par Biz Budget Inzicht. C'est une collaboration entre 11 partenaires, des CPS, des centres d'aide, des ASBL, qui ont développé une application qui est tout à fait, comment dire, intuitive, pédagogique, qui est aussi, qui suit le respect des données confidentielles, qui permet de suivre justement les, les différentes dépenses. Il faut lister chacune des dépenses. Par contre, il y a toute une démarche pédagogique derrière que j'aime beaucoup. Ça sert tant pour le suivi individuel, donc si la personne souhaite commencer à suivre son budget, que de manière pédagogique, ça peut être chouette de faire cet exercice avec des apprenants via l'application Vacosta. Il existe, j'ai pas connaissance que ça existe en français malheureusement, mais une version web aussi, ce qui veut dire qu'à l'ordinateur, c'est aussi agréable de faire cet exercice à l'ordinateur et donc plus facile. Ah, je vois d'ailleurs dans le chat que ça existe en français. Merci Camille de m'avoir corrigé en live. Donc, je corrigerai d'ailleurs mes slides. Euh, donc, existe une version web et comme il y a toute cette dimension pédagogique, que ça a été conçu à des fins pédagogiques et à des fins d'accompagnement budgétaire, Wacosta est vraiment une application que je recommande. Et pour avoir rencontré les personnes qui développent l'application, ils sont ouverts vraiment aussi à tous les retours du terrain et ils l'ont testé avec les apprenants, ce que je trouve toujours une plus-value plutôt que une banque qui développe une application, mais sans l'avoir testée avec des personnes en difficulté financière. Voilà. Autre application intéressante, Tricount, ça c'est pour les dépenses à plusieurs, ça permet de s'y retrouver quand justement on a fait des dépenses, mais tout le monde n'a pas profité de la même manière des différentes dépenses. On, on doit manuellement intégrer une dépense à la fois. C'était pour qui a participé à quoi. On fait un voyage à 5, euh, on est allé au resto à 4, on retire le cinquième, etc. À la fin, et vous voyez la petite capture d'écran ici à droite, on voit le décompte, qui doit combien à qui, c'est assez sympa. Sachez aussi que ça fonctionne à partir de 2 personnes et que quand vous êtes en couple, soit établi ou éventuellement séparé avec un enfant à charge, ça permet d'équilibrer les comptes et leur adage est vraiment les bons comptes font les bons amis et comme ça il y a une transparence absolue. On peut rentrer des tickets de caisse, on peut ajouter des catégories. La version de base est déjà très bien. La version payante permet justement d'avoir des analyses poussées sur les différentes catégories de, euh, de paiement. Autre application intéressante, type d'application plutôt, euh, qui est, euh, qui est d'avoir sur son téléphone les applications de son magasin, de son supermarché. La, la plupart des supermarchés ont des applications bancaires. Non seulement elles permettent d'avoir, pas des applications bancaires, excusez-moi, c'est un lapsus, des applications justement mobiles permettent d'avoir la carte de fidélité sur son smartphone. Donc plus besoin d'avoir 36 cartes dans son portefeuille, mais d'avoir le code QR ou le barcode sur son téléphone. Ça, c'est une chose décentraliser les, euh,
décentraliser les points, de savoir combien de points on a gagné. Est-ce qu'il y a des bons de réduction à activer avant de passer à la caisse? Ça peut être intéressant de savoir s'il n'y a pas pour le moment une action particulière. 50 points à l'achat de 10 euros au rayon boulangerie. Ben voilà, ça peut être intéressant de se dire, bon, ben, les 50 points, ils vont m'intéresser parce que je pourrais justement activer un bon, un, un bon à valoir. Et donc, ce genre de stratégie est intéressant plutôt que d'avoir la version des petits bons à papier, permet de centraliser les différents tickets de caisse, les différents montants payés au magasin, peu importe que vous payez avec votre application de chèque repas, éco-chèque ou carte bancaire ou même cash, il va prendre la somme de ce que vous avez payé et décliner déjà pour vous, en fait, et vous le voyez à l'écran ici à droite, c'est une capture d'écran de l'application Extra de Colruyt qui va vous dire, voilà, pour tout ce qui est alimentation, vous avez dépenser sur le mois, autant pour tout ce qui est fruits et légumes. Ici, je lis crèmerie, viande, poisson, épicerie, boisson, etc. Donc ça, c'est intéressant. Possibilité de faire des listes de courses, des notifications si justement il y a des promotions, il y a des nouvelles actions. Voilà, donc l'application du supermarché, c'est intéressant. Liste de courses, petite parenthèse par rapport à la gestion de budget. On déconseille d'aller faire des courses alimentaires avec un ventre vide. La liste de courses suit ce, euh, ce, ce principe aussi, de faire une liste de courses, de s'y tenir. Est-ce que j'ai besoin de ce sac de chips ou pas? Si j'ai des invités, oui, j'en ai besoin, je l'ai mis sur la liste au même titre que le guacamole, les bulles et le fromage. Voilà. Par contre, et ça permet justement de distinguer ce dont on a besoin versus ce qu'on a envie et de se limiter aussi dans nos achats et de ne pas dépenser trop. N'achetez pas 10 kilos de tomates parce qu'elles vont peut-être euh, pas tenir aussi longtemps le temps que vous les consommiez. Voilà, donc se dire pour telle recette, j'ai besoin de une tomate, deux tomates, 500 grammes de tomates. Voilà, donc les listes de courses papier ou via les applications sont toujours utiles. Et je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de magasins qui utilisent de plus en plus Join, c'est vrai, et je sais aussi que certaines banques permettent aussi de synchroniser Join avec l'application bancaire. Euh, voilà, donc ça, j'ai pas creusé le sujet, mais je reconnais effectivement que Join, c'est intéressant. Quels outils pour votre accompagnement? Ici, par souci de temps, je ne pourrais pas aller dans le détail de tous les outils. En tout cas, il y a, j'avais oublié ce slide-ci, je vais y revenir tout de suite. Il existe des outils pour justement apprendre à gérer sa gestion budgétaire sur smartphone et sur smartphone, oui. Euh, et et avant de vous montrer les outils, il y a un petit message que je voulais passer encore. C'est la question de confidentialité. Quelle est la posture que vous souhaitez adopter vis-à-vis de vos apprenants? Je reviens au tout début du webinaire. Est-ce que vous accompagnez des personnes en situation de fragilité numérique et ou budgétaire? Pour toutes les personnes qui n'accompagnent pas sur des questions budgétaires, qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, qui n'ont pas l'habitude de le faire, pour qui c'est peut-être un nouveau métier, je mets gentiment et prudemment en garde en disant n'allez pas trop loin dans les démarches. Il existe des structures dont c'est le métier vraiment d'avoir accès et avoir une certaine visibilité sur les comptes. Dans cette optique, expliquer, donc mettez des limites et expliquez pourquoi vous mettez des limites. Privilégiez aussi de former d'abord sur les grands concepts. Voilà, un compte en banque, ça fonctionne de telle et telle manière, une application, ça fonctionne de telle et telle manière, mais je ne vais pas, moi, regarder sur votre compte quelles sont toutes vos dépenses, où vous en êtes, etc. J'explique le principe du budget,
Mes dépenses ne doivent pas dépasser mes rentrées. Au mieux, j'épargne un petit peu. Par contre, c'est pas à moi d'aller voir, dire ou juger, de savoir si votre abonnement Amazon Prime est pertinent parce que vous avez déjà Netflix et, et la TV en plus. Voilà, donc on donne les concepts clés et puis à la personne de décider, montrer comment faire au lieu de faire à la place d'eux, ne demandez aucun code et refusez quand on vous le donne. Ici, mon smartphone, tu peux le faire à ma place. Non. Quand il s'agit de données confidentielles, refusez un maximum, laissez la personne le faire elle-même, ça la rend autonome, et refusez de faire certaines transactions si vous sentez que ça vous dépasse ou que ça pourrait se retourner contre vous. Il existe de nouveau d'autres structures qui font ça, et expliquer pourquoi vous refusez, la personne devrait en principe comprendre. Voilà. Et pourquoi vous refusez? C'est une chose de refuser, mais il faut après aussi proposer la solution et de dire il existe des centres de médiation, de lutte contre l'endettement ou le surendettement. Voilà, sinon c'est un peu creux de dire je ne le fais pas et puis tire ton plan. Pour revenir aux ressources utiles, euh, avant d'utiliser une application bancaire, de gestion de budget, de faire une photo de son ticket de caisse pour le rentrer, mettre des catégories, etc., important de savoir maîtriser son smartphone, maîtriser la sécurité en ligne sur son smartphone pour ensuite rentrer dans la dimension tout ce qui est banque et achat en ligne. Et ces deux pôles sont vraiment très importants à retenir. L'un ne va pas sans l'autre. Et de nouveau, anticiper, si vous avez des groupes qui aimeraient maîtriser leur gestion budgétaire, il peut être intéressant de d'abord donner un petit cours sur la gestion du smartphone, comment installer une application dans le Google Play Store, avant de rentrer dans des considérations techniques. Euh, voilà. On a des ressources et je vais pas toutes, je ne pourrai pas toutes vous les montrer, mais on a des ressources sur 1, 2, 3 digits pour justement apprendre à utiliser son smartphone, euh, qui permettent de démarrer avec son application bancaire, des petits simulateurs de PC banking, d'achat en ligne, etc. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur 123digit.be. Et étant donné qu'il est déjà midi et que du webinaire est écoulée, je vais rapidement passer vers le slide. S'il y a des questions, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'échanges. N'hésitez pas à les poser maintenant pour qu'on puisse échanger. S'il y a des bonnes pratiques, des conseils, des questions, je les prends très volontiers. Si les personnes doivent partir, je vous remercie vivement d'avoir été présent à ce webinaire. Le prochain webinaire traitera de la question du tarif social. Voilà, et je vois Christina qui met dans le chat très judicieusement comme commentaire que ça va dans les deux sens, de la même manière que je disais quand quelqu'un qui assure un accompagnement numérique peut orienter vers des structures qui font un accompagnement budgétaire. Sachez, pour toutes les personnes qui assure un accompagnement budgétaire, il existe des EPN, espaces publics numériques, des aidants numériques au sens large, médiateurs numériques, animateurs multimédia, euh, tout ça sous la coupole des aidants numériques qui justement peuvent aider sur tout ce qui est maîtrise du smartphone et les bases du numérique pour devenir autonome sans rentrer dans la dimension justement financière et plus confidentielle. Voilà. Et avec toutes les déclinaisons, il y a le dispositif DigiStart, il y a les EPN, il y a certaines ASBL qui ne sont pas des EPN, mais qui proposent ça aussi. Il y a des CPS qui proposent des aides numériques.
aussi. Donc parfois, ça se retrouve au croisement de tout ça. Et pour répondre à la question, les slides et le replay du webinaire vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Soyez patient, on vous les enverra sans faute. Et, euh, et comme ça, vous pourrez retomber sur vos pattes et revenir sur quelques points qui ont été abordés. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, bon travail dans vos différents métiers, que ce soit gestion budgétaire et ou numérique. Ce sont des métiers très importants et les bénéficiaires sont, je pense, heureux de pouvoir en profiter. C'est important pour eux. Donc, continuez. De notre côté, on va continuer à vous équiper, vous outiller, vous sensibiliser du mieux qu'on peut pour que ce soit plus facile pour vous, échanger les bonnes pratiques. Comme on est en début d'été et qu'on ne se voit pas avant fin août, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de bien vous reposer, profiter du soleil quand il sera là, s'il est là, euh, et, et j'espère vous revoir bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir tout le monde.